En français comme en allemand, ça s'appelle le vol à voile, Segelflug. En anglais, on dit soaring, s'élever vers le ciel. Le vol à voile est sans doute un des grands sports du futur, car plus encore que la voile, il combine nature, technologie et majestueuses pratiques écologiques. Les planeurs sont des sculptures taillées dans la pure science de l'air et du vol, des chefs-d'œuvre d'aérodynamique moulés dans le carbone et autres matériaux exotiques. Le planeur est une machine volante dont le moteur est le ciel lui-même. L'atmosphère contient des mouvements de la masse d'air que les planeurs sont capables d'utiliser au mieux. Mais le planeur seul n'est qu'un objet magnifique et inerte. Pour qu'il devienne vraiment planeur, il lui faut un pilote. Voler à voile, c'est voler à l'énergie solaire qui construit les mouvements de l'atmosphère et à l'énergie cérébrale. Sur la piste en herbe du terrain de La Roche-sur-Yon, en cette semaine des championnats de France 2016, on pouvait ressentir une étonnante concentration d'intelligence. Il y a en France 11 300 vélivoles. Les 80 meilleurs du pays, y compris quelques amis européens, étaient donc venus se mesurer afin de déterminer qui était, pour l'année à venir, meilleur que qui. 3 catégories étaient en compétition à La Roche-sur-Yon, 2 pour les hommes et une réservée aux filles, parmi elles Isabelle Dubreuil-Bertin. Allez, il faut que je range ma chambre là parce que... Alors on a 250 km. On a un premier point qui est entre Fontenay et Niort, donc à l'est. Ensuite on revient au nord d'ici à Montaigu, la digue. Et on repart encore dans l'est à Fontenay. Et donc ça fait 250 km. Isabelle appartient à la famille Dubreuil. Fille de Michel, nièce de Jean-Paul, sœur de François et Sébastien, tous pilotes de haut niveau et pas seulement de planeurs. Ici, à La Roche-sur-Yon, on est chez les Dubreuil. Une grosse vingtaine de filles en compétition va décoller en premier. Les filles volent sur des planeurs de classe club. Tous ici sont des 15 mètres d'envergure et ne sont pas ballastés. C'est-à-dire qu'ils n'emportent pas d'eau dans leurs ailes pour, par augmentation du poids, être plus rapides en vol rectiligne. Pour décoller et remorquer l'ensemble des 80 planeurs, une flotte de 8 remorqueurs va être utilisée, 5 avions et 3 ULM. Après les filles, deuxième groupe de planeurs engagés dans le championnat, les 18 mètres. 18 mètres d'envergure, des monoplaces taillés pour la course. Ce jour-là, ils partent sur un circuit triangulaire de 350 km. Ils peuvent être alourdis d'eau et donc peser jusqu'à 600 kg. Malgré leur poids, on peut néanmoins les remorquer avec des ULM, des petits ULM de seulement 100 chevaux, tels que celui-ci. Et puis derrière les 18 mètres sur la grille de départ, les planeurs ultimes, les classes libres. Comme le nom l'indique, pas de limite. Mono ou biplace, envergure parfois démesurée, ils sont aussi intimidants que des vaisseaux spatiaux. Ils atteignent couramment les 60 de finesse, ce qui veut dire que théoriquement, en air neutre, ils vont parcourir 60 km pour chaque 1000 mètres d'altitude perdue. C'est dément. Rien dans la nature ne plane aussi bien qu'un planeur de classe libre. Les libres biplaces sont les plus lourds des planeurs et en plus de l'équipage, ils emportent de l'eau lorsque le ciel pompe des briques. Mais aujourd'hui, c'est un jour pointu. Un ciel habité de thermique pure qui plafonne vers 1300 mètres. Les libres partent pour 400 km et ça va être difficile.
Mais sur la ligne de départ, il y a une dizaine de pilotes classés parmi les 100 meilleurs pilotes mondiaux, dont quelques champions et recordmen du monde. Certains planeurs n'ont pas besoin de remorqueurs équipés d'un petit moteur escamotable. Bien sûr, une fois en course, le moteur restera replié dans le fuselage. Le terrain se vide et le ciel se remplit. En 1h15, les 80 planeurs vont être décollés. Les planeurs sont montés et stockés après largage dans des ascendances proches du terrain, où ils vont attendre de la direction de course l'ouverture de leurs lignes de départ respectives. Largage. Et aussitôt mise en spirale dans la pompe pour gagner de l'altitude. L'altitude, c'est de la distance franchissable. L'altitude se gagne en montant en spirale au sein des invisibles colonnes d'air chaud. Les remorqueurs rentrent. Autour du terrain, les planeurs spiralent. Les pilotes commencent déjà à transpirer sous la bulle de la verrière alors que la course n'est pas encore lancée. Devant eux, plus de 4 heures de vol avec une décision à prendre en moyenne toutes les 10 ou 15 secondes. L'énergie cérébrale plus l'énergie solaire, c'est ce qui fait voler le planeur. En bas, le directeur de la compétition, Sébastien Dubreuil, le frère d'Isabelle, qui tourne dans sa pompe avec son planeur Hôtel de Foix. Sébastien, pilote de ligne, chef d'entreprise, fut aussi vice-champion du monde de vol à voile. Avec ses adjoints, il décide d'ouvrir la ligne de départ. La porte de la classe libre est ouverte. La porte de la classe libre est ouverte. Sortie de spirale. On fonce alors tout droit vers la vitesse de meilleur taux de chute, vers le prochain thermique. Pour un humain normal, le ciel est transparent. Mais pour un vélivol de haut niveau, il est possible de lire la transparence pour y trouver les colonnes d'air chaud en ascension. C'est un peu magique et très technique, ou alors c'est le contraire. Les épreuves du jour ont été mises au point par le comité de course autour de l'avis du spécialiste météo. Et les pilotes se sont vus détailler leurs épreuves par Sébastien et le météo lors du briefing d'avant-vol. La situation en altitude, bon, l'après-midi, les températures vont encore monter un peu, 25 degrés pour un TT de préparation, pareil, la même chose. On voit qu'à 13h local, il y aura 1000 mètres. Il y a dans cette pièce une intimidante densité de compétences. Donc, des bonnes vaisselles. Mais on ne se prend pas la tête. Entre 1000 et 500 mètres. On a toujours pas En vol à voile, en effet, quel que soit le niveau, on passe très très vite du statut de héros à celui d'idiot absolu. Là-haut, c'est parti.
On se tire la bourre. On spirale, on monte, on calcule le moment idéal pour se jeter hors du thermique avant les autres et foncer à plus de 200 km/h tout droit vers l'hypothétique prochaine pompe. C'est une course étrange, invisible et inaudible du sol. Mais dans les planeurs, c'est du pilotage de combat, mis en musique par les bip-bip modulés du variomètre sonore. La combinaison de l'informatique et du GPS permet de suivre à la trace chacun des concurrents. Le terrain, tranquille pour la durée de l'épreuve, se remet en ordre pour anticiper sur le lendemain. Par exemple, il faut gérer la dotation des câbles de remorquage. C'est beaucoup de travail, et pour faire tourner la compétition, on fait appel à ce qui a toujours fait la puissance des sports aériens à la française, le bénévolat. Alain est le président du club de vol à voile lyonnais, qui a délégation de la Fédération française de vol à voile pour organiser ce championnat. Alain, pour accueillir les championnats de France, il faut un club. Et si possible, un club qui soit à la fois structuré et qui ait une certaine puissance de travail. Ah oui, on est un club avec une centaine d'adhérents. Et donc là, il y en a facilement 50 à 60 qui sont mobilisés tous les jours, pas tous les jours les mêmes, mais qui sont mobilisés sur cette opération, qui est une opération importante pour nous. Et puis, bon, je pense que la Fédération française, en nous confiant l'organisation de ces championnats, savait aussi qu'on avait une certaine expérience de la gestion des championnats. Et je pense qu'ils ne seront pas déçus cette année. Pour revenir aux jeunes, il y a une caractéristique ici qui n'existe nulle part ailleurs. Les élèves, dans le cadre de leur scolarité, viennent ici faire du vol à voile sur leur temps scolaire pour un prix très modique. Voilà. Ce qui veut dire que dans leur emploi du temps, il y a vol à voile. Dans leur emploi du temps, il y a vol à voile. Donc en fait, c'est une section un peu spéciale, parce qu'on exige quand même pour eux de rentrer qu'ils aient un bon niveau scolaire. Parce qu'en fait, pendant les 3 ans, on les prend en seconde, première, terminale. On prend en seconde des gens qui n'ont jamais volé. Et l'objectif, c'est qu'en terminale, il y ait un certain nombre d'entre eux qui soient capables de participer à des concours régionaux. On les motive pour les métiers de l'aéronautique. Le terrain de La Roche-sur-Yon doit beaucoup à un professionnel du ciel, pilote de ligne, vélivole passionné, pilote d'avion historique. Michel Dubreuil, frère de l'entrepreneur Jean-Paul Dubreuil, aujourd'hui à la tête, entre autres, des compagnies aériennes Air Caraïbes et French Blue, a laissé ici sa marque. Michel, avec la complicité de sa femme Nelly, a contaminé non seulement ses propres enfants, mais entraîné dans son sillage une population de jeunes et de moins jeunes, qui, sur cet aérodrome champêtre, se sont construits à son exemple une formidable compétence aéronautique. L'aérodrome de La Roche-sur-Yon est une fabrique de gens heureux et un univers hors du temps où on croise anonymement de vrais piliers de l'aviation française. Bon, déjà, moi je suis arrivé là, j'ai usé déjà mes fonds de culotte, on va dire, sur cet aérodrome. Et donc le vol à voile, je le connais depuis que je suis né, donc depuis 42 ans, on va dire. Donc c'est un petit peu la passion, la famille au départ, la passion. Et puis c'est ce qui nous mène au métier de pilote de ligne. Diriger la compétition, ça veut dire quoi? Il y a une équipe de combien de personnes? On a bien une équipe de 50 bénévoles, donc il y a à la fois l'aspect compétition et puis on a aussi une volonté, nous, de faire de ce championnat pas seulement une compétition sportive, mais essayer de créer un environnement sympathique, convivial, ou un lieu d'échange avec des pilotes d'autres clubs. Et puis on essaye aussi de plus en plus d'y associer des partenaires entreprises. C'est vraiment une volonté que moi j'avais, à la fois pour nous aider, club, avec des moyens financiers plus importants, et puis avec les moyens maintenant techniques de diffusion des vols en direct, peut-être demain pouvoir attirer les entreprises encore plus dans ce domaine pour le médiatiser encore mieux. Quand on lance 80 planeurs, parce qu'il s'agit de 80 planeurs, 80 pilotes, c'est quand même une flotte qu'on met en l'air. Je crois que c'est des cadences supérieures à Roissy-Charles de Gaulle. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement attentif à l'environnement, puisqu'on a des pilotes qui sont installés, mais on a beaucoup de gens qui gravitent aussi autour. Il faut faire vraiment attention à tout ce qui se passe, aux avions qui évoluent,
Donc c'est effectivement un moment de pression pour moi et pour l'environnement. Le vol à voile tel qu'il est en train de s'orienter avec d'un côté par exemple les super machines et de l'autre côté des machines qui sont finalement des ULM, des motoplaneurs ULM, ça devient un sport de plus en plus ouvert ou c'est un sport qui se focalise ? Moi je pense que c'est un sport qui devrait pouvoir s'ouvrir. Qui s'ouvre effectivement avec des machines qui sont tout à fait accessibles et des catégories où à peu près tout le monde peut participer puisqu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent mettre à disposition ce type de planeur. Et puis c'est bien aussi d'avoir des catégories, des planeurs extrêmement performants puisque je crois que depuis des années c'est quand même le planeur qui tire l'aviation et l'aviation commerciale aussi vers le haut. C'est un sport qui peut être facilement austère, le vol à voile, mais là on est à l'inverse de l'austérité. Comme toute association, le vol à voile, ça reste un prétexte. C'est un prétexte pour se retrouver, pour discuter, pour échanger autour d'une passion, l'aéronautique, le vol à voile en particulier. Mais faire du vol à voile tout seul dans son coin, moi personnellement, j'y trouve aucun intérêt. Ce qui nous porte avant tout, c'est la passion. La passion de voler, puis la passion de voir voler les autres aussi. La passion de voler. C'est un virus étrange qui est la vraie fondation sur laquelle est construite dans notre pays une énorme industrie. Michel Dubreuil était habité de cette passion et peu avant de disparaître, il avait acheté avec un complice un planeur fabuleux. L'ASH 25 reste aujourd'hui un critère archi-classique du grand vol à voile. Comme la majorité des planeurs, l'ASH 25 est allemand, conçu et construit au pied d'une petite montagne qui a vu naître dans les années 20 l'art de voler sans moteur, la Wasserkuppe. À l'époque, un menuisier qui rêvait de voler, Alexander Schleicher, avait fondé un atelier pour y construire des planeurs. La firme, bientôt centenaire, existe toujours, et dans la fabuleuse série de planeurs de légende signée Schleicher, l'ASH 25 est une balise fondamentale. Dans le hangar de la Roche-sur-Yon, l'ASH 25 fait face à un monoplace de tubes et de bois entoilés, un fauconnet, dont le dessin remonte aux années 50. Le nom allemand du fauconnet était Spatz, le moineau. Au départ, les Spatz ne pesaient que 110 kg et volaient comme des plumes entraînées par le vent, spiralant à peine 50-60 km/h. Mais Alain a fait restaurer ce vieux fauconnet comme neuf. Il est toujours subjugué, Alain, par l'ASH 25. Il est 26,50 m d'envergure et il est donné pour 62 finesses. Et on peut voler avec 47 kg au mètre carré. Ça fait des... On peut, lorsque les thermiques sont bons, on fait des transits à 200 km/h. Dans nos régions, c'est des planeurs qui peuvent faire les 1000 km relativement facilement, plusieurs l'ont fait. Celui-là, il a fait 825 km une fois en but fixé. Il est allé au Puy-de-Dôme aller-retour, depuis La Roche. Et dans les pays où il y a comme la Namibie ou dans des pays comme ça, ou l'Argentine, ce sont des planeurs, on fait plus de 1000 km sans problème. C'est un planeur qui est très fin et malgré tout qu'on arrive encore à poser dans des champs. C'est pas un planeur de début, mais un pilote initié, sans trop de difficultés, arrive à bien le gérer, quoi. Ceux qui ont un peu volé dans des planeurs de ce calibre savent qu'on s'installe là-dedans dans un état d'esprit proche de celui d'un astronaute de l'époque héroïque. Ces engins sont des prothèses à explorer cet univers étrange sous lequel nous existons, l'atmosphère. Au-delà du sport, il s'agit bien d'outils d'exploration. Faire du vol à voile aussi, c'est prévoir. Si on ne sait pas prévoir un vol à voile, on ne vole pas loin. Il faut être 5 coups à l'avance. Il faut voir le cumulus qu'on va aller chercher dans 5 coups. Et c'est ça aussi. Et moi, j'ai vu des garçons qui étaient des fois un petit peu, qui étaient un peu dispersés, disons, dans leur tête. Et bien, au bout d'un moment, ils arrivaient à être bien concentrés et à être focalisés sur ce que. Et je pense que c'est une expérience qui, pour la vie, tout simplement, est une bonne préparation. L'après-midi se dévide. En l'air, ils font la course, se suivent, se doublent, se croisent au fil des pompes. Mais déjà, certains commencent à calculer leur trajectoire d'arrivée. Sous les verrières, malgré la ventilation ouverte en grand, il fait chaud, très chaud.
tous ont beaucoup bu et beaucoup transpiré. Au sol, on discute. On discute avec Christian Brandel, vélivole, mais aussi architecte de planeurs superbes, comme le Cristal. Et avec lui, on découvre un nouvel outil permettant un accès plus économique au vol à voile. C'est pas un avion planeur, c'est un motoplaneur qui permet quand même de faire du vol à voile. C'est la polyvalence même, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un planeur, moteur coupé, un planeur qui fait 31 de finesse, qui est certes pas un Janus ou un ASH 25, mais ça permet quand même de faire du vol à voile. L'avantage pour les clubs de vol à voile, c'est que c'est un remorqueur. On l'a vu ici à ce championnat de France, on a remorqué les planeurs du championnat de France avec, aussi bien qu'avec un autre remorqueur. Construit en Europe de l'Est comme la plupart des ULM, car le Phénix est un ultra-léger motorisé, ce biplace en forme de couteau suisse symbolise l'une des voies futures du vol à voile. C'est le résultat du mariage de l'informatique appliquée à la conception des aéronefs légers avec la science des matériaux nouveaux, le tout industrialisé dans un environnement économique acceptant le low cost et fondé sur la puissance de la passion aéronautique. Le Phénix est aussi un ULM de voyage, mais capable de devenir un vrai planeur dès qu'on a minimisé la traînée de l'hélice. On met l'hélice en drapeau. Alors ça consiste à mettre l'hélice dans le lit du vent pour qu'elle offre le moins de résistance quand elle est arrêtée. Le cœur de toute machine volante, c'est sa voilure, les ailes. Et la voilure du Phénix, c'est une voilure de planeur en fait. Voilà. Presque une voilure de planeur. Ouais, c'est une voilure moderne, comme on en voit sur les planeurs modernes. Donc Martin Stepanek, l'ingénieur du Phénix, a choisi une voilure avec un profil moderne et avec une forme en plan moderne qui permet une autostabilité de la machine. Et on sait très bien que l'autostabilité sur les planeurs, c'est très agréable au pilotage et c'est très, ça donne de très bonnes performances en montée et en transition. C'est sensitif, c'est-à-dire qu'on a tous les sens qui sont aiguisés dans le vol à voile. Et les sens, l'œil, voire même l'odorat, mais il y a l'oreille et puis il y a les fesses aussi. On sent les mouvements de l'air. Brandel, le passionné, s'en va voler et juste après surgit le premier planeur. 180 à l'heure au ras des arbres, c'est un classe libre. Derrière se pointe un trio. Les pilotes qui ont choisi de se charger en eau pour avoir une meilleure pénétration vont vidanger leur réservoir avant de se poser. Un concours de vol à voile, c'est une course contre la montre. Et donc il faut calculer l'arrivée au plus juste et ne pas perdre de temps loin avant l'arrivée en s'offrant le confort d'une trop grande prise d'altitude. L'idéal, c'est de tirer une dernière trajectoire rectiligne la plus rapide possible, aboutissant ric-rac juste après la ligne d'arrivée. Partie nord, tu dégages le taxiway Chacno. Planeur en courte finale qui propose la partie nord, dégagement à ta remorque. Perché sur le toit du motorhome de contrôle, Sébastien et son équipe gèrent le soudain flot des arrivées. Et ça n'est pas facile.
Une arrivée de concours est toujours un moment bourré de stress. On se retrouve au sprint, empaqué avec d'autres planeurs, eux aussi focalisés sur la ligne d'arrivée, tous volant à la vitesse la plus élevée, à basse altitude, dans la turbulence et avec la fatigue de plusieurs heures de vol menées à la limite. C'est alors que l'adrénaline devient nécessaire, ainsi que le jugement de bon sens. Les premières filles de la classe club arrivent à leur tour au milieu des 18 mètres et des libres. Pour les pilotes, cette fin d'après-midi est très chaude, mais pour les spectateurs, c'est superbe. 3 planeurs en passage, vous pouvez vous poser côté nord ou côté sud à convenance. 66, tu vires. 32, tu fais en fonction. Là, il y a des trucs, et d'ailleurs Adrien sera touché. Tiens, Isabelle. Golf 2 fois passage et on avait comme autre planeur. Les discutages de coups peuvent commencer entre ceux qui, au fil de l'après-midi, se sont vus croiser, doubler au gré des spirales ou des lignes droites menées à fond. À la direction de course, on calcule déjà car les résultats et les classements seront publiés dans moins de 3 heures. Un tel championnat de France s'étale sur 8 épreuves quotidiennes. Le classement final s'obtient au total des points ramenés par chaque pilote à chaque épreuve. « 220 km/h, passage bas, on va partir vers l'avant-arrière et se poser. » Les 80 planeurs vont se poser en moins d'1 heure. Aujourd'hui, pas d'atterrissage en campagne, pas de vaches. Tout le monde va rentrer. Certains arrivent par la peau des dents, d'autres ont de l'énergie à revendre. Et pendant ce temps-là, le classement est déjà en préparation. C'est la fin du championnat. Comme c'est la fin du championnat, il va falloir démonter les planeurs et les ranger dans leur remorque routière. Réglementairement, chaque pilote est accompagné de 2 équipiers. Et donc on va pouvoir voir des champions de niveau mondial, des recordman mondiaux ranger eux-mêmes leur matériel. Comme François Hersant. On a volé au plus haut niveau mondial et ça ressemble à une sorte de fête de campagne. L'un des privilèges du vol à voile, c'est que c'est toujours un sport à l'ancienne, un sport où n'existe pas un certain côté showbiz et financier.
On passe sans transition de la bataille menée en vol aux nécessités matérielles en se préparant à la fête qui, à La Roche-sur-Yon en tout cas, fait partie intégrante de l'équation aéronautique. Bien entendu, il y a les résultats. La championne de France 2016 est Aude Interzé, suivie de Magali de Cachard et d'Amélie Autier. Chez les 18 mètres, le champion de France est Denis Guérin, suivi de Jean-Denis Barrois devant l'inoxydable Gilles Navas. Et chez les libres, pour 2016, le champion de France est Sylvain Gerbeau, second Jean-Marc Descartes, troisième et premier des biplaces, l'équipage Jean-Marc Caillard, François Hersant. Tous trois derrière Pierre de Broqueville, qui ne peut être déclaré champion de France car il est belge. Ensuite, les planeurs s'endorment sur le gazon dans leur remorque. Les planeurs s'endorment et rêvent sans doute de spirales, de lignes droites de folie menées à fond, de ces vols sublimes que personne au sol ne voit jamais. Drôle de sport, magnifique et discret. En bas, façon du Breuil, c'est la fiesta.